après tant d'années en prison, là, il y a des conséquences. On est retenu psychologiquement, ça nous affecte. Ça m'a marqué. Je peux pas dire que ça n'a pas marqué. Raymond Boulanger, je n'avais pas entendu parler pendant des années. Et tout à coup, cette nouvelle spectaculaire. La GRC, donc, a procédé hier à la plus importante saisie de drogue jamais réalisée au Canada. Un gros trafiquant de drogue. L'homme au clin d'œil mystérieux. C'est Raymond aussi. Ça, ben, Raymond qui vient de se faire poigner. Quand je le voyais à la télé, mes amis aimaient beaucoup. Ils me disaient « Louise, ton ex-mari... » 23 ans pour le pilote Boulanger. J'ai dit quoi? Maximum. Ils nous ont classifié maximum automatiquement, non pour le danger qu'on représentait, mais c'est pour la longueur de la sentence. Tu sais? Donnacona, c'est le plus gros pénitencier au Québec où on incarcère les gars les plus dangereux parce que c'est une sécurité maximum. T'as toujours une clause de rapace, là, tu sais, qui sème la pagaille et la merde partout, là. C'est vraiment un milieu qui est dangereux. C'est épeurant, c'est violent. T'es arrivé là, on la cibule, on apprend, là. Tu fais attention. Mais j'ai eu des bons contacts avant d'y aller, qui m'ont renseigné comment ça marchait en prison, là. Puis c'était du monde de la gang de l'Ouest, là. C'est qui m'ont pris, parce que je les ai beaucoup aidés, les autres, les Irish. Ils ont fait pas mal de bonnes choses pour eux autres aussi, dans le temps. Fait que une faveur en vaut une autre. Fait qu'ils ont vu à mon bien-être que je manquais de rien en prison. Il était dans le même secteur que des individus établis du crime organisé montréalais. Ben, il était dans le wing de Raymond Fernandez, il y avait Colos Plamondon, Rénal Desjardins, Christian Deschaines. C'était vraiment du monde à l'extérieur qui était dans une certaine hiérarchie. C'est un indice sur l'importance que Raymond Boulanger pouvait avoir sur l'échiquier du crime organisé traditionnel québécois, ça c'est clair. Ça me positionnait pas mal au top de la hiérarchie. Pas mal au top. C'est comme un personnage de bande dessinée. Alors, avec toute l'histoire, les gens ont vu ce qui s'est passé à la télévision. C'est sûr que son délit était quand même spectaculaire. Les gens étaient impressionnés. Donc, imaginez-vous, dans le milieu carcéral, dans le milieu criminel, c'était comme un héros d'avoir réussi à importer autant de drogue. On se mêle pas de le reste de la gang. On s'occupe de moi-même, mes 3 gars. On mangeait ensemble, puis on prenait nos petits coups ensemble, parce qu'il y avait du monde qui fabriquait de l'alcool frelaté en prison, là. Hein? Il manquait pas, ça. On s'est installé autour de la table dans la petite salle commune, là. Puis c'était les Cuba livrés, là, puis on écoutait de la musique, puis on se faisait à manger pour toute ma gang, puis... Mis à part Raymond Boulanger, le jour de l'historique importation ratée de 4000 kilos de cocaïne, il y a d'autres individus qui se font arrêter. C'est Christian Deschaines. On était 3 mois avant d'être sentencé. En les 3 mois, lui, était déjà dans Donnacona. Il s'était arrangé avec ses chums là-bas là, pour dire qu'il était notre copain, puis qu'il a arrangé ça pour qu'on arrive, pour qu'on soit dans le même wing que lui, là. Puis c'est ça, là, tu sais, pour se placer, là, tu sais. Puis moi, quand je suis arrivé là, il voulait m'accueillir comme son grand chum perdu. Je dis, je te connais pas, toi. J'ai dit, c'est à cause de toi qu'on est ici, là. Puis j'ai dit, moi, te donner un bon conseil, là, reste-moi de moi, mon grand. Fait que là, les autres ont quoi? Les autres sont tous restés surpris, là, tu sais. Je connais pas, moi, ce Chris-là. Mais il y a eu ses problèmes après ça. En prison, il y a eu tellement d'attentats contre lui. L'eau bouillante, pitié d'en face. Il en a mangé de la marde pas mal. Mais j'ai rien à faire avec ça, moi. J'ai pas touché à ça. Ça a mis un point final à cette histoire-là? Non. J'étais dans le gymnase un après-midi, je m'en venais dans ma marche dehors, là, puis j'ai rentré, je marchais à travers le gymnase. Et puis l'autre est arrivé en courant en arrière de moi, avec une cagoule puis un bat de baseball. Il m'a ouvert la crâne ici, là. Ça, il y a une grosse cicatrice ici à cause de ça. J'ai ramassé un bon coup de pied dans les chenolles, là, puis il a levé 2 pieds de terre, là. Puis il a échappé son bat, puis il est parti en courant pour le... Puis moi, j'ai crié après, j'ai dit, enlève ta cagoule, viens te battre comme un homme, Christ de chien sale.
Fait que, ben, il a continué, mais là, c'était un peu étourdi, là. J'ai le coup, là, je suis parti à la clinique, à pied. On a su qui c'était. Deschênes, ben, il a financé cette petite affaire-là. Alors, on a attendu 2 mois. Puis dans le mois d'août, là, un beau samedi matin, midi, mais Deschênes était dehors, il faisait ses poids puis ses haltères dehors. Puis quand il est rentré, il y avait une porte tournante, là, tu sais, une genre de porte comme ça, là. M. Deschênes a passé dans la porte, puis il y avait 5 gars qui l'attendaient. Avec des battes de baseball. Ferme ta gueule, suis le règlement, mêle toutes tes affaires. Moi, en prison, j'ai pas besoin de personne sur mon bord. J'avais mes 3 gars de mon équipage, puis j'ai pas besoin de personne d'autre. C'est difficile d'entamer des relations. Psychologiquement, ça nous affecte. On se laisse pas approcher. C'est difficile d'approcher le monde. T'es porté à pas truster personne. T'es porté à garder tes distances. Ben, je m'ennuie de tout le monde, de ma famille, tout le monde. Mais moi, je voulais pas que personne vienne me visiter en prison. Des visites aux roulottes, on pouvait aller aux roulottes toutes les 6 semaines ou les 2 mois, là, qui appellent des visites comme conjugales, un genre d'affaire de même. Mais moi, ça m'a jamais intéressé. Mon mécanicien, Rojas, 2 fois, il s'est fait prendre avec 2 femmes différentes, l'agent de libération. Le premier, c'est quand on était à Drummondville, il s'est amouraché d'elle. Et puis, je sais pas de toute façon, mais il s'est fait prendre en flagrant délit. Puis ils ont transféré de Drummondville à Archambault. Mais au bout de 8 mois là-bas, il allait à l'école encore, mais la professeure, c'était une Grecque encore, puis il s'est fait prendre encore en relation amoureuse avec la Grecque. Puis là, ils l'ont ramené à Drummondville. Mais cette fois-là, je pense qu'il a usé d'un peu plus de discrétion. Des détenus qui ont couché avec des officières, des employés, des relations sexuelles là, sur les lieux de travail, ça s'est fait, là. Puis plus souvent qu'on pense, puis sans qu'on le sache aussi. C'est très mal vu dans mon milieu. Ce que je me souviens, c'était quand même un bel homme, là. Fait que c'était assez désarmant parce que dans mon cas, à moi, je suis jeune, il faut qu'on fasse attention à ça aussi. Fait que c'est pas le genre de détenu que tu vas rentrer plus en relation avec parce que tu vas vouloir garder une certaine distance pour pas justement tomber là-dedans. On couche pas avec l'ennemi. Ça a passé très vite. Tu sais, tu fais ça une journée à la fois. Tu sais, pense pas à ta sortie, puis oublie ce que tu as laissé en arrière. Tu penses juste à régler cette journée-là, puis demain, c'est une autre journée. Je dirais pas qu'il était bien en prison, mais il savait comment tirer le maximum de cette situation-là. Un détenu qui en est à sa première sentence fédérale et qui n'a pas commis un crime considéré comme violent, à l'époque, avait droit de sortir au 6e de sa sentence. Les procureurs du fédéral avaient mentionné qu'effectivement, c'était la plus grosse importation, mais qu'en aucun cas, on pouvait prétendre que c'était les pires criminels, qu'effectivement, c'était pas des gens violents. Et suite à ça, M. Boulanger devenait admissible à une libération anticipée qu'on appelait au 6e de la peine. Donc, il a été transféré dans une maison de transition. Hochelaga. L'enfer. J'aurais préféré rester en prison. La première fois, ils te mettent dans une chambre. Moi, j'étais au 2e étage avec 5 lits. Puis il y a une chambre de bain pour les 5. Fait qu'il y a un changement de monde tout le temps. Tu pouvais pas laisser ta brosse à dents, là, rien. Il fallait rien laisser. Là. Tu partais, tu survenais le soir, tes affaires étaient disparues. Tu sais, c'est dérangeant un petit peu. Vous êtes un détenu en libération, je veux dire. Vous attendez à quoi? Un hôtel 4 étoiles? Non, pas du tout, mais au moins une chambre à une personne. Faut pas oublier, les détenus, c'est des êtres humains aussi. Ah oui, là. absolument. Ils ont des droits, hein? Au bout de 3-4 mois, là, j'étais tanné, là. C'était pas une façon de vivre, là. C'était stressant au bout. Et puis, j'ai demandé qu'on me change de place. On fait pas ça. Non, vous faites pas ça, OK. Vous allez voir. Correct. J'ai attendu. À un moment donné, j'avais une pause de 4 jours, une fin de semaine de 4 jours. J'étais chez mon père, puis c'est fin. J'avais déjà rangé mes affaires. Et puis, je suis simplement pas revenu. Raymond Boulanger a été un des premiers gros criminels à bénéficier d'une libération au 6e de la peine. Il a purgé 5 ans des 23 ans de sa sentence. Ce n'est pas connu, mais il est actuellement recherché par la police puisque sa maison de transition est sans nouvelles de lui.
Il est donc en évasion depuis 5 mois. C'était pas une évasion. Ils ont marqué ça, une évasion. Je ne m'ai pas évadé. J'étais libéré, là. C'était un bris de condition, ça. Ben, le lundi soir, M. Boulanger ne se présente pas à la transition et à partir de là, on émet un mandat de suspension de sa libération. Donc, c'est pas une évasion d'une prison, là. En juillet 98, vous vous êtes évadé. Vous prenez toujours le mot d'évader. Je suis parti. Ah, excusez. Ah oui. T'es en prison à l'extérieur. Fait que quand tu rentres pas, tu respectes pas le couvre-feu, t'es évadé. C'est ça le vrai terme. Première chose, j'ai teint mes cheveux. J'avais rasé ma moustache, en plus. Ma fille était scandalisée. « Oh, mais pas de moustache. » Elle dit « Ça te fait pas, papa. Pas de moustache. » Ah, ben, je dis, pour le moment, ça va, faut que ça fasse. Et je me souviens que j'ai un appel d'un agent de probation. Alors, on me pose la question, est-ce que vous avez une idée d'où est-ce qu'il se trouve? Et je me souviens de ma réponse. Le connaissant, je pense que vous seriez mieux chercher du côté de l'Amérique latine. J'ai rencontré John en Colombie, à Medellín, en 1998. Il y avait une compagnie d'immobilier. Il faisait la vente, puis l'achat des buildings, puis des trucs comme ça. Puis quand je suis arrivé au bureau là, pour louer des appartements avec un ami à moi, c'est elle qui était en charge. Je lui ai montré plusieurs appartements et il en aimait aucun. Le lundi, je l'ai revu, je lui en ai montré un autre et celui-là, il l'a aimé. Et c'est là qu'il s'est installé. Et il m'a dit qu'il voulait me remercier et m'inviter à dîner. Puis là, ben, on se fait contact des yeux à yeux, là, puis wow! Et c'est comme ça qu'on a commencé. C'était comme un coup de foudre, une attraction pour nous deux. La chimie a pogné tout de suite. J'ai commencé à sortir avec elle subséquemment, dans 2-3 jours. C'est une personne très humaine, très sensible et très simple. C'est plus tard qu'il s'est confié à moi et m'a dit ce qu'il faisait dans la vie. Mais c'était déjà trop tard parce que j'étais tombée amoureuse de lui. Presque tout ce que j'ai fait avant, je n'étais pas au courant de ça, je la connaissais pas, elle. C'est business, on parle pas de business à la maison, là. L'information, c'est dangereux. On s'est installé dans une ferme près de Llano Grande et pendant un de ses voyages d'affaires, il s'est rendu à Tame, près d'Arauca. C'est là qu'il a été kidnappé. J'étais parti avec un de mes associés. On avait des vols à faire, c'était des récupérations, on avait des coordonnées dans la jungle, des pistes cachées, là. On est parti de Villavicencio sur une petite ligne aérienne transorientale. Il faisait toute la navette des petites villes jusqu'à Arauca. Puis l'avion a atterri là, puis il pétait un pneu en atterrissant. Fait que là, la ligne aérienne nous dit, ben là, ça va prendre 3-4 heures là, avant qu'on fasse venir les pièces, puis on répare tout ça, là. Fait que prenez un relax. Et puis la zone qu'on était d'Arauca, c'était contrôlé par le ELN. L'ELN est un groupe de guérilla qui est né du triomphe de la révolution cubaine et de la théorie foquiste de Che Guevara. C'est aussi un groupe de guérilla très radical dans son idéologie, qui est un mélange de catholicisme et de communisme. Imaginez ce que ça donne. En fait, le LN s'est consolidé à l'aide de l'extorsion qu'il a fait aux grandes pétrolières multinationales et aussi par la prise des oléoducs, donc les attaques aux oléoducs. Mais dans les années 90 et 2000, ils se sont lancés dans le trafic de drogue et aujourd'hui, ce sont des narcotrafiquants. Le taxi qui nous a conduit, probablement de mèche avec la guérilla. Puis c'est sur le chemin du retour qu'ils ont tendu une embuscade. Ils nous attendaient sur le chemin de l'aéroport. Ils sont tous arrivés en courant avec des armes, là. Il y a un gros camion qui s'est placé en travers de la route, comme ça, tout d'un coup sec. Puis un autre qui est arrivé par en arrière. Puis des véhicules de chaque côté. Puis ils sont tous sortis avec des armes. Embarque dans le char. Dans le siège en arrière, à terre, puis le gun dans l'oreille, puis let's go! Il y avait dans l'idée qu'on était des ingénieurs pétroliers, parce que c'est la zone pétrolière. J'ai pas eu chaud, mais l'autre, mon partenaire, il broyait comme un bébé, puis il essaie d'expliquer, puis le guérilla, il commence à fatiguer. Il a vite compris, puis ils ont tiré deux coups à terre entre ses deux pieds, là.
J'ai dit, t'as compris, là, embarque dans le char, parce que le prochain coup, tu peux l'avoir dans la tête, là. Et ferme ta gueule, puis embarque. Ça a pris 2-3 heures, là, puis tout, patate. On arrive comme dans un petit genre de village abandonné, puis tu vois, avec des ruines, là. C'était comme un genre d'annexe à cette vieille école, là. Puis toi, puis rien là-dessus. Puis là, ils nous ont mis là-dedans avec des gardes. Puis ça n'a pas pris une dizaine de minutes. T'as vu tout le monde en uniforme sortir du bois, là. Puis le commandant du groupe, il s'appelle Camilio. C'est lui qui est en charge du groupe. Fait que lui, il se présente. Moi, j'avais mon passeport avec moi, canadien. Fait que je lui donne. Il dit, une chance que t'es canadien, parce que si t'avais été américain, on te fusillait, on t'exécutait. Donc, ils nous ont transférés pendant un mois et quelques, là, petit taffetard à gauche, puis à droite dans la jungle, là. C'était une expérience. C'était intéressant quand même. Au bout d'un mois, j'ai commencé de tanner, là. J'entendais les avions procéder, puis j'essayais de calculer, moi, à peu près la position qu'on pouvait être, là. C'était juste pour m'amuser mentalement que je faisais ça, en fait. J'avais jamais sérieusement contemplé une évasion. Il n'était pas question que je sorte de là. Puis ils nous avaient averti. Si on essayait de s'évader, ils nous tiraient. Ici, ceux qui sont pas colombiens, qui viennent du Canada, d'Angleterre ou des États-Unis, c'est des gringos. Et si c'est des gringos, ils peuvent avoir de l'argent. Alors, ils sont enlevés et une rançon est exigée. Un jour, la femme de son associé reçoit un appel. Puis on m'appelle à mon tour pour me dire qu'ils avaient été kidnappés. On devait se présenter là-bas pour commencer les négociations. Mon fils était à l'université à l'époque et il m'a dit « Non, maman, n'y va pas ». Et je lui ai dit « Mais non, nous allons avoir une personne qui nous aide là-bas ». Mon nom est Elkin. J'ai 77 ans. J'étais considéré comme un des plus gros trafiquants à l'époque. J'ai rencontré John Boulanger dans une villa. J'aimais comment il était, son respect. J'avais de l'admiration pour lui. On est devenus amis. Ils sont venus vers moi parce que j'avais des contacts à l'aéroport, dans les compagnies aériennes. Et j'étais impliqué dans certaines activités. Alors ils m'ont demandé si je pouvais l'aider. Et je l'ai aidé. En début, là, ils ont commencé à négocier. Ils commençaient à demander 5 millions pour les deux, là. Fait que là, on est parti à rire. Je suis allé là-bas, je leur ai parlé, et finalement, on a négocié pour 30 000. Pendant la négociation, on leur a apporté l'argent et ils sont partis dans la montagne pour le compter. On est allé les rejoindre et on les a trouvés comme deux enfants en punition. C'est une femme extraordinaire quand même, de grand courage. Tout ce que j'ai fait, c'est de le soutenir, d'être toujours à ses côtés. Le mercredi après-midi, je dis, là, on va faire que je rentre à Medellín. J'ai retourné à l'aéroport. Ça faisait pas 10 minutes qu'on est arrivé à l'aéroport. Les camions de la police secrète sont arrivés. Et après ça, je sais plus ce qui s'est passé, parce que le gouvernement canadien a pris le contrôle de tout. Ils nous ont ramassé tout le monde, puis ils nous ont emmenés sur une base militaire. Puis le lendemain matin, là, ils ne laissaient pas rentrer les avocats. Ils ont su tout de suite que c'était un kidnapping chinois qu'on appelle, là. Quand il est en liberté illégale, le mandat d'arrestation est valide juste au Canada. Ils ne peuvent pas exercer ce mandat-là en dehors du Canada. Fait que là, pendant le temps le mois et demi là, que j'étais avec la guérilla, ils ont eu le temps de s'arranger pour me faire kidnapper avec la police colombienne. Il fait être libéré par le kidnapping des rebelles pour être kidnappé par la police. Le lendemain matin, ils m'ont emmené tout de suite à l'aéroport, escorté, puis c'est là que la gars de la GRC est arrivé. Bon, j'étais un peu déçu d'avoir été capturé quand je suis revenu. Alors, je me suis organisée. Je suis allée au Canada quand il était là. Je lui ai rendu visite en prison. Et pendant que j'y étais, il s'est à nouveau évadé. Quand je suis arrivé là, les Rock Machines, ils venaient juste de se faire transférer, tout le monde en Chambaud. Puis moi, j'ai pris la job de 1-2. J'avais mon salaire grade A tout de suite, à 6,90 $ par jour.
Mais là, quand j'avais fait mon application pour une audience pour le mois de septembre suivant, ils m'ont dit tout de suite que même si tu as une audience, tu sortiras pas nulle part. J'ai dit, OK, je sortirai pas. Ben, mauvais jugement de nulle part. Et après ça, ils m'ont retransféré là, à Sainte-Anne-des-Plaines. Après un certain temps, ils te donnent des codes de travail à l'extérieur. Là, tu peux sortir pour la journée, pour aller travailler, mais c'est sur surveillance. Tu es sous garde légale. La job qu'on avait pognée, c'était d'installer des fils électriques, puis du nouveau filage, puis des boîtes électriques dans le presbytère de Saint-Armance. Quand on arrivait l'heure du midi pour le lunch, mais le bonhomme qui était là à surveillance, lui, il a parti de manger son lunch chez eux, lui. On était plus sur surveillance, là. Puis à midi, point, là, mes gars sont arrivés en auto, puis j'ai salué mon copain que je travaillais avec. Puis j'ai dit ciao. Ma première rencontre avec Raymond, c'était au pub, ici au pub chez Alexandre. Et il était très discret sur ses activités. D'ailleurs, il n'en parlait jamais. Disons que j'avais quelques doutes. C'était, à un moment donné, on n'est quand même pas aveugle à ce point-là. On savait très bien qu'il y avait anguille sous roche. Mais c'était pas le sujet de nos conversations. Le sujet de nos conversations, c'était les bonnes tables, les femmes, le vin. À cette époque-là, je continue mon travail. Chaque matin, dans mon établissement, je recevais les journaux pour les clients et je le vois dans le journal. Plus tard, une jeune femme qui travaillait à la terrasse m'appelle en me disant « Un monsieur veut vous parler ». Alors, je me suis présenté à la terrasse. J'ai vu quelqu'un dans un coin avec une casquette. Puis, tout de suite, j'ai reconnu Raymond, tu sais. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit « On te cherche partout. » Il me dit « Ils viendront pas me chercher ici. » Il s'est encore sauvé. Et ça, là, franchement, là, le Service correctionnel canadien, on leur donnera pas une étoile pour cette deuxième cavale-là. Ils auraient dû savoir qu'il s'était évadé une première fois. Il l'avait cherché pendant plus d'1 an et demi, mais bon. Il a repris le large encore une deuxième fois. Puis là, il voulait que je lui rende un service. Pour cette fois-là, j'ai pas rendu le service. J'ai dit, tu sais que je le ferai pas. Puis là, on s'est entrelacés, puis il est parti. Puis je l'ai pas revu après. Ah, je suis parti. Puis 20 minutes après, j'étais assis dans mon chalet. Le gros feu rire, là, on a pété une bouteille de champagne. Ma copine colombienne, elle était déjà ici. Ah, on jouait aux cartes. On allait, on avait une piscine, puis tout ça. Puis c'est drôle, c'était juste par-dessus la tête des arbres, le chemin qui monte vers Montréal. Puis t'as le détachement, le poste de la Sûreté du Québec. Puis j'étais juste à l'arrivée de la police. Je voyais le toit de la Sûreté du Québec en face quand j'étais assis à la piscine. On faisait attention quand on sortait, mais on se cachait pas. J'avais descendu au village à Saint-Sauveur une couple de fois, là, mais j'ai dit, je suis aussi bête de pas prendre de chance, puisqu'il y a beaucoup de personnel du système correctionnel qui vivent dans ce coin-là. Alors, on a décidé de s'installer au Mexique. On vivait à Cancun, près de la zone hôtelière. Très bien, très calme. C'était une très belle époque, très bonne. Là, j'ai commencé à travailler un peu en concert avec des cartels mexicains. Des vols, préparation de piste. J'en avais préparé quand je suis revenu ici en 2002. C'était tout près. J'avais passé 1 mois et demi dans la jungle, dans le nord-ouest de Guatemala, en frontière du Mexique. Mais là, c'était le temps d'aller régler le problème avec mon père, là. Mon père, il était malade, il était plus capable de se venir. Il avait perdu connaissance 3-4 fois, même avec son life warning, puis son bracelet, puis tout ça, là. Ça allait pas bien, son affaire, fait que je voulais tout fermer ses affaires ici, là. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que quand je suis arrivé dans Western Union sur la rue Sainte-Catherine, j'ai fait le transfert de cash, puis la fille m'a demandé une identification. Et moi, comme un con, j'ai donné mon permis de Québec de conduire, là, qui était expiré, qui était pas valide. Puis elle a appelé la police. Et ils m'ont emmené au poste en menottes, puis ils m'ont mis dans une cellule. Puis ça a pris à peu près 1h30, là, ils sont venus, puis là, ils étaient tous souriants. Mais j'ai dit, regarde ça, qui est-ce qu'on a là? Ils étaient tous heureux. Raymond Boulanger a été arrêté alors qu'il tentait d'encaisser un chèque sous une fausse identité. Il était en fuite depuis 1 an. C'était sa 2e évasion, en fait. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là? Travailler. Quel genre de travail? Comme tout le monde. C'est assez ironique que Raymond, qui a été pourchassé par la DIA, par la GRC, par tous les corps policiers, qui se fasse prendre dans une simple opération dans un bureau de change.
Mais c'est souvent comme ça. Ces gars-là baissent leur garde, puis c'est comme ça qu'ils se font prendre. Raymond Boulanger a comparu 30 secondes cet après-midi au palais de justice de Saint-Jérôme. Fait que le juge m'a sentencé pour ça. Il m'a ajouté 4 mois et 2 jours sur ma sentence de 23 ans. J'ai compris le 4 mois, mais j'ai demandé au juge, j'ai dit, je comprends le 4 mois, mais j'ai dit, quelle crise de manière que vous fuirez 2 jours, là? Hein? Où tu vas chercher ça 2 jours? Ça va pas l'air à comprendre. Il me regardait comme ça. J'ai dit, monsieur le juge, comprenez-vous l'italien? Il m'a dit non. J'ai dit, cazzo les frego. Il avait un culot tout le tour de la tête, c'est. Mon avocat, il me poigne par l'épaule. Il dit, ah ouais, Boulanger, viens-t'en. On sort d'ici, il faut se sacrer un autre 4 ans, là. Mais une chose est sûre, sa première évasion avait causé un vaste débat sur le système de libération conditionnelle. Après une deuxième fois, il doit bien se douter qu'il aura beaucoup de mal à en obtenir une autre. Moi. Ben, j'ai décidé, après un certain temps, là, c'était rendu que j'en avais assez de fait derrière moi, what the hell. Fait que j'ai décidé que c'est fini. Là, je vais filer le chiffre, m'en payer le bill, puis la titre. Quand je vais m'en aller, moi, je vais être tranquille. Le monde avait dit jamais 203, mais non, j'ai dit, c'est aussi bien d'en finir, là. C'est pas la peine. T'sais. Fuck it. Premièrement, ça aurait été plus difficile. J'aurais jamais été dans une position. Même quand ils m'ont emmené visiter mon père à l'hôpital des vétérans, le mois avant qu'il est mort, mon père m'avait pas reconnu, il était rendu dans les gens avancés. Mais c'était complètement con, j'étais un pilote, puis ils m'ont emmené là, avec 2 gardes armés, les armées jusqu'aux dents, là, puis des menottés comme ça, puis les shackles d'un pied, là. C'est comme ça que j'ai vu mon père la dernière fois, là. J'ai perdu tout respect que j'avais pour le système correctionnel quand ils ont fait ça. Puis mon père est mort le 6 novembre 2006. On arrive au bout. Bon, le fameux fleuve Saint-Laurent, voyez. Là, on arrive. C'est ici que la rivière Messis s'évite dans le fleuve. Quand mon père est mort, ils l'ont fait incinérer, puis ils voulaient faire domper ses cendres ici, à la sortie de la rivière Messis. Mon père nous a enseigné de pas être suiveux. Fais que c'est en faire, puis essaie d'être différent des autres. Il dit, reste à part du troupeau. Il dit, t'es un mouton noir, essaie de pas te faire remarquer. Fais des mauvais coups, mais fais-toi pas remarquer. Attire pas l'attention. Fait que je me suis fait pogner avec une fois dans ma vie, puis c'est à Casey. Fait que là, je voulais voir la sortie de la rivière, parce que je l'avais pas vue depuis ce temps-là, moi. Puis j'étais pas venu, là, j'étais au Leclerc à l'époque. Well, R.I.P. Jacko. J'ai posté ce matin là, sur mon Facebook, en anglais et en français, 23 ans, 4 mois et 2 jours payés en total aujourd'hui. C'est à peu près le même feeling quand tu te fais tirer dessus ou, tu sais, quand tu es dans une situation dangereuse, là, puis tout d'un coup, là, c'est fini. Bon, let's get the fuck out of here. Ciao, adios. Je vois que tu as plein de paysages sur les murs que tu as peints. C'est lequel que tu as le plus hâte de retrouver? La mer. Comme ça, la mer, là, tu sais. Moi, j'adore la mer. Ça, c'est comme la Tierra del Fuego, le sud, le bout de l'Amérique du Sud. Ça ressemble à ça, là. Combien de temps que tu n'as pas vu la mer? Ça fait plusieurs années. Ouais. Moi, il faut que j'aille voir mes amis en Colombie. J'ai beaucoup d'amis qui m'attendent, là. J'en ai même une amie colombienne, là.
fait mon chiffre. Puis intéressé. On va aller faire de la plage. Voyager un peu, là, puis c'est tout. J'ai le trou de cul en sous bois. Ouais, ben ils m'ont bloqué à la frontière, que j'étais très surpris. L'agente ne voulait pas me laisser rentrer. Elle m'a informé que j'avais été expulsé du pays. Ben, j'ai dit, regarde, j'ai été expulsé pour 5 ans, puis le 5 ans a fini en 2005. J'ai dit, ça fait 15 ans de ça, là. Ils m'ont pas oublié. Mais elle n'avait rien à comprendre. Fait qu'automatiquement, ils m'ont déporté. Ils voulaient rien entendre, de ça, il n'y a pas question. Puis ils m'ont pas lâché les yeux. Il y avait tout le temps 2-3 qui assis à côté de moi qui me watchaient. Voyons donc. Je pouvais même pas aller à la toilette sans qu'il n'y en avait pas un qui me suivait. Voyons donc, c'était complètement ridicule. Mais là, quand ils m'ont emmené au bureau des polices, ils ont commencé à enquêter qui j'étais, puis tout ça. Mais là, ils ont découvert qui j'étais à l'époque. Tabarnak! Fait que là, ça a tout changé l'affaire. Ah ouais, mais là, tous les autres polices, ils venaient pour me rencontrer. Fait que j'ai passé une couple d'heures au bureau avec eux autres à jaser, puis à signer les autographes. C'était plutôt curieux. La réputation est déjà assez solidement établie. Là, je suis à l'aéroport, près de la porte 126 d'embarquement pour Montréal. Je suis allé directement à l'immigration colombienne pour essayer de faire quelque chose pour lui. Et une personne a appelé à l'aéroport. Il n'y a rien à faire. Oui, un peu déçu, bien sûr. Je voulais vraiment le voir. Après 20 ans d'attente, il me semble, c'était énormément frustrant. C'est triste. On est à Montréal. On s'en va au consulat de la Colombie. C'est mon anniversaire, 72 ans aujourd'hui. Oh my boy. Je peux pas croire que je suis rendu à 72 ans. Ah, c'est ici. OK, on voit tout à l'heure. Voyons, là, tabarnak. Pas d'esprit d'aller là. Fourrage de calice. C'est vraiment le compte du ridicule. Tu sais? Vraiment, là. Touille! Qu'est-ce, c'est pas compliqué, tabarnak? Un vrai cauchemar. Ça mérite d'être fusillé, ce monde-là. Sí, ay, gracias. Sí, yo estaba esperando pasar esta contigo y con mi gente ya en Colombia, pero... Ay, hey, ¿sabes que yo soy cansado de toda esa mierda, querida? ¿Cómo se me... ya no puedes viajar como antes, ya no se puede. Il s'est rendu compte lui-même que le passé est toujours là. Même si les années passent, le passé reste. Rien qu'avec ce refus de visa, il n'a pas pu rentrer et tout revient. Malgré le temps. J'ai payé ma crise de dette à la société, là. C'est assez, là? Ça m'a coûté 23 ans, 4 mois puis 2 jours de ma crise de vie. C'est assez, là? Foutez-moi la crise de paix, all right? Je fais mal. Il a gâché sa vie, Raymond. Tu sais, il faut pas... il y avait un avenir devant lui incroyable. Mais... je pense qu'il a gâché sa vie là, en voulant faire des choses qui... C'était Raymond.
Pour moi, c'est tout simplement mon premier mari. C'est un gars avec qui j'étais en amour. C'est un ami. Ça va toujours demeurer un ami. Tout le monde va en dire que c'est son ami, mais c'est sûr qu'il est seul. Mes vrais chums, ils sont presque tous morts. Il en reste plus gros de notre gang. C'est comme on dit, j'envie pas cette situation. Souvent, ce qui touche les gars comme ça, c'est leurs proches. Le mal qu'ils vont avoir fait, l'absence pendant l'incarcération. Surtout qu'après, tu dois réaliser que tu as perdu une grosse partie de ta vie. Le 23 ans qu'il a reçu, il fallait qu'il l'assume. La seule affaire que je lui reproche, c'est qu'ils m'ont empêché de voler. De profiter de l'avion qu'on avait, mon copain Paul, on voulait voler, mais il voulait pas qu'on vole les premiers 2 ans. Il a pas le droit de voler, mais... Je suis sûr qu'il a volé. J'ai jamais volé mon avion. Il est parti, j'ai des vidéos que quand il finait par le vendre, puis le gars est venu le chercher avec son petit bonhomme de 6 ans, puis là, je l'ai vu décoller, puis c'est la première fois que l'avion volait dans 9 ans. Bon. J'étais pas heureux. Là, je le regrette, j'aurais dû le garder. Aujourd'hui, je volerais. Licence, pas licence, là, qui mange toute la marge, j'aurais volé pareil. Quand on arrive à la fin, on est comme on est arrivé au début. On est tout seul, puis quand on sort, on est tout seul. Je me suis tout le temps détaché de tout le monde. J'ai jamais été parti d'une clique, j'aime pas les équipes. Je travaille solo, j'ai toujours été un gars qui fait mes affaires tout seul. T'es un loup solitaire? Très solitaire. Puis j'aime ça comme ça. Il n'y a rien de statique dans l'univers. Tout change. Ton attitude, ta vie, ta santé. Mes réflexes sont pas comme ils ont déjà été. Ah, voilà. Et c'est gros, ça. Je viens de me piquer dans le ventre avec mes lunettes. Pète pas le feu, là, comme faut, là, mais, tu sais... C'est pas tout à fait fini encore, mais là, on va voir ce qui se développe. Mais là, le principal, là, c'est de garder la santé. J'ai des traitements réguliers pour le cancer que j'ai depuis une dizaine d'années, là. Bon, tu te sens pas toujours bien. T'as des bonnes journées puis t'as des mauvaises journées. Il y a des journées que je suis en très bonne forme, puis il y a d'autres journées je suis fatigué. La sentence vie, là, il y a personne qui s'en échappe. Mais on est privilégiés. Voler dans les Andes, là, puis voler en Amérique du Sud, l'Amérique latine, dans les Caraïbes. Parce que t'es assis là, puis tu regardes le monde de loin, tu vois pas toute la crasse, tu vois pas la guerre. Tu vois toute la beauté de la Terre. Puis là, quand t'arrives à terre, oh, Christ, encore ici, là. Là, t'as hâte de redécoller. On est tellement tranquille, c'est superbe, voler. On voit tellement de belles choses, là. C'est un métier privilégié. C'est à peu près le plus beau métier du monde. Mais transporter de la cocaïne, ça, c'est pas légal? Non, c'est pas légal. Mais à travers tout ça, vous avez jamais eu l'ombre d'une rumeur de remords? De remords pour. Je fais mon job. Je suis un professionnel. J'ai un job à faire. C'est ce que c'est. Il parle de mon crime, puis que j'ai jamais de remords pour mon crime. J'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. Puis la commission des libérations, ils m'ont tout le temps reproché ça. Les gens auraient voulu qu'ils démontrent certains remords, dans le sens qu'ils réalisent l'impact des stupéfiants dans une société, puis bon. Alors que pour lui, ça se limitait à dire, écoutez, moi, je fais rien de mal, je fais juste transporter, je force pas personne à en prendre, j'en vends pas, je suis un livreur, professionnel. C'est un peu comme ça qu'il voyait les choses. C'est juste chercher à légitimer ses propres actions après coup. C'est une façon de se sortir de la spirale de la culpabilité aussi. S'il y en a à quelque part. Pas sûr. Tous ces types qui assassinent des gens, qui bafouent les lois, qui volent tout, rien ne leur arrive. Ils deviennent intouchables. Des héros. Je ne crois pas que c'est un héros, mais plutôt le protagoniste d'une époque.
Raymond Boulanger, lui, va être allé jusqu'au bout de ses rêves. Peut-être que ça n'a pas tourné comme il l'a voulu avec Casey. Peut-être que ce qui lui est arrivé à Casey, d'être capturé, ça l'a protégé pour la suite. Ça lui permet d'être là aujourd'hui. Mais définitivement, il y a une grande page d'histoire de l'aviation québécoise qui lui est associée. Les gens oublient vite au Québec, malgré que les plaques marquent « Je me souviens ». Les gens oublient leur histoire. Il fait partie de l'histoire du Québec, mal, mais il fait partie de l'histoire du Québec. C'est un homme qui a eu un parcours atypique et qui a vraiment été un mercenaire. Et des mercenaires comme ça, à ma connaissance, à part lui, on n'en a pas eu beaucoup au Québec. Même au Canada, même aux États-Unis, même dans presque tous les cartels, c'est à peu près un des tops. On est très rares. Des individus comme moi, là, ça n'existe pas souvent. Là. Hein? C'est un sur peut-être 2000. Là, Pour lui, le monde est un théâtre. Pour lui, c'est ça. Son arrestation, c'était... Il était médiatisé. Et puis je pense, quelque part dans le fond de lui, il était content d'être médiatisé. Parce qu'il n'inventait pas ses exploits. Puis là, d'autres gens en parlaient pour lui. Alors, on est à l'endroit où tu as eu ton atterrissage sur la piste 2-3. Ouais. Il adore ça. Faire le même clin d'œil que... Je veux faire ça. Je l'ai reconnu. On a été faire un tour à Casey. La première fois depuis mon atterrissage spectaculaire là en 1992. Ouais, ça faisait drôle. Ouais, ça faisait drôle. Ouais. Je regardais le spot, tout ce qui était bon. Hey, quel gâchis, Chris. Anyway, c'est fait. Faut regarder en avant. Le passé, c'est le passé, là. On se lève demain et on dit qu'est-ce qu'on peut faire de bon aujourd'hui, là. Il faut pas penser trop loin à l'avenir, là. Prends ça comme ça vient. Ouais. Je me rappelais, quand j'étais là, puis je regardais l'avion, il dit non, ça se peut pas, Chris. Tu sais, toutes les années que j'ai faites de vol dangereux, puis tout ça, là, puis de voir ça comme ça, puis voir tout ça échouer à cause d'un imbécile. Un sacrement d'imbécile. Puis des pertes totales financières, on n'en parle pas, là. Mais c'est des pertes des gars qui ont dû faire plusieurs années en prison, là. Moi-même aussi, là, puisque ça a affecté ma famille, puis tout ça, là. Anyway. Puis là, je voyais mon avion qui était là, puis j'ai dit, si ça avait été de toute façon. S'il avait été là, ça aurait été toute une autre affaire. Oui. Ça m'a rappelé comme une vague d'émotions. Oui. Ouf. De des frissons. Anyway, c'est fait, c'est fait. Hey, c'est une grosse émotion. Ce qui m'émerveille, c'est que je suis encore en vie. Que je suis encore... J'ai survécu tout ça. Puis je regarde à l'arrière, puis des fois, là, je me réveille la nuit. Oh, Chris! Puis je me demande, là, puis je me lève le matin, puis quand je vois le soleil qui se lève, là, comme ça, je suis assis là, puis je prends mon café, puis je me demande, quelle sorte de chance... J'ai sûrement un ange gardien, moi, pour avoir passé à travers tout ça. Puis c'est ça qui est fun. Raymond Boulanger, je vous laisse le mot de la fin. Êtes-vous quelqu'un de réhabilité? Oui, transporter de la drogue encore, non. C'est fini, ma carrière, là. C'est fini, ça. Je suis un bonhomme à la retraite. OK, vous êtes à la retraite. Vous n'êtes pas réhabilité, vous êtes à la retraite. C'est une nuance. C'est une nuance. J'ai du monde qui sont venus me visiter souvent ici, là. Pour pouvoir avoir des conseils. Donc encore aujourd'hui, il y a des choses que tu peux pas nous dire. Il y a des choses qui, certainement, je ne dirais pas. Mais voyons donc.
Ouais, on est plugué dans le réseau, toujours, là. Colle!